Yeah, salut, bienvenue à tous dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vous ai préparé une trentaine de petites astuces pour bien démarrer un projet de construction d'une tiny house. Peut-être que certaines informations pourront vous sembler complètement évidentes ou quoi, mais j'ai essayé de partir d'un point zéro en fait pour quelqu'un qui n'y connaissait rien ou quasiment rien. Si certaines informations vous semblent incomplètes ou erronées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de voir ce que je peux faire pour apporter un correctif pour la prochaine vidéo. Allez, pop, c'est parti! Le plus important dans un petit espace, ça va être de ne pas s'encombrer de choses inutiles. Je vous conseille donc de bien lister vos besoins selon votre mode de vie et d'organiser les espaces en fonction du temps que vous allez y passer. Ça va de soi, si vous n'êtes pas cuisinier, pas la peine de faire une grande cuisine. Voilà. Imaginez dans un premier temps l'allure générale de votre maison ainsi que ses dimensions, ça peut toujours être bien pratique pour la suite. L'allure générale de la maison, elle peut prendre différentes formes, ça peut être toit plat, toit arrondi, toit double pente, simple pente, voilà, il y a plein de possibilités. C'est à vous de choisir ce que vous avez le mieux et voilà, faites-vous plaisir, franchement, il n'y a pas d'autre mot d'ordre. Cette étape, elle est indispensable car elle déterminera pas mal de contraintes par la suite et elle déterminera également l'espace intérieur, si vous prévoyez une mezzanine, voire deux. Ça déterminera également la maniabilité, donc ça c'est hyper important. Si vous prévoyez une remorque de 7 mètres sur 2 mètres 50 sur 4 mètres de haut, pas la peine de vous dire qu'avec un poids de 3 tonnes 5, vous passerez pas partout et ça sera chiant à transporter. Bah oui, avec 3 tonnes 5, vous bougez pas tous les 2 jours, ça c'est sûr. Pour des raisons de législation européenne, je vous conseille également de rester sous la barre des 4 mètres pour pouvoir circuler partout en Europe, ainsi que de rester bien sûr entre les 2 mètres 55 de largeur hors tout, sinon vous passez un coin exceptionnel et c'est plus le même délire. Faites un plan au sol. Cette étape elle est très importante car en général on n'a aucune notion des dimensions des objets dans notre quotidien. Moi ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement de tracer chez vous. Vous prenez l'espace nécessaire, vous prenez du scotch, vous tracez exactement les dimensions de votre maison, l'épaisseur des murs et puis vous placez chaque objet donc en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous avez prévu. Et ça va vous permettre donc du coup de pouvoir mesurer chaque objet. Prenez un mètre chez vous, mesurez un petit peu tout. Je pense pas que beaucoup d'entre nous savaient que la hauteur standard d'un plan de travail c'est 87 cm. Voilà, bon c'est bien à savoir mais pour ma mère c'était toujours 1,20 m. Bon après je vous cache pas que du tout sur mesure ça va coûter cher hein. Franchement faire une machine à laver aux dimensions exactes de l'emplacement qu'on y a prévu, c'est pas la peine. Donc prévoyez quand même en fonction des équipements que vous voulez mettre, choisissez vos équipements à l'avance et puis prévoyez la place nécessaire dans votre maison. Un point très important lors de la conception des plans, pensez à l'équilibrage général. Ça peut paraître complètement anodin, mais le point en général, s'il est mal situé, ça va complètement déséquilibrer la remorque sur la route, ça va quasiment être impossible de rouler avec. Et puis en plus, lors des contrôles de force de l'ordre, ça peut ne pas le faire du tout. Hein, juste pour vous dire, en général, on prévoit un peu plus de poids à l'avant, prévoyez 100 à 200 kg en plus sur l'avant. La mezzanine, c'est toujours mieux de la faire sur l'avant, ça rajoute du poids, tous les éléments techniques, les batteries, le chauffe-eau, chauffage, tout ça, vous pouvez mettre tout ça à l'avant, c'est top. La cuisine éventuellement aussi, ça fait du poids en plus. Et ça va vous permettre donc d'équilibrer un petit peu tout ça. Sur la flèche de la remorque, vous pouvez éventuellement augmenter un peu, c'est marqué sur la flèche, le poids total que vous pouvez mettre dessus. Je vous conseille de ne pas aller jusqu'à là, de rester sur les 200 kg maximum. Lors d'un contrôle des forces de l'ordre, en général, il n'y a qu'un essieu qui passe sur la balance, donc faites attention aussi au bâbord-tribord, hein, de bien équilibrer tout ça, parce que ça peut vous coûter très cher. Si vous mettez tout d'un côté de la maison, voilà, c'est complètement déséquilibré. Déjà ça va pas être bon pour l'équilibrage de la remorque et puis deuxièmement vous risquez de vous faire prendre sur un contrôle parce qu'il y aura 2500 kg sur un essieu et que 1000 sur l'autre et voilà, ça c'est pas bon du tout et là vous êtes largement foutu. Pensez à l'ouverture, à vos ouvertures de fenêtres, hein, ça peut être un petit peu anodin aussi mais ça amène de la luminosité en plus, la luminosité naturelle, donc pensez bien où est-ce que vous voulez qu'elle arrive, hein, si c'est plutôt dans le salon, sur la cuisine, quand vous cuisinez vous voulez avoir de la lumière, si vous voulez de la lumière qui arrive par le toit vous pouvez prévoir un Velux, c'est un petit peu lourd, moi c'est ce que j'ai fait, vous pouvez prévoir des fenêtres de toit, vous pouvez prévoir un petit peu de tout. Faites-vous plaisir avec la forme, il n'y a pas trop de contraintes. Après c'est sûr que le vitrage ça rajoute vachement de poids, donc ne pas y aller de façon trop importante, mais voilà, sinon c'est quand même chouette, une belle maison avec beaucoup de vitrage. Après c'est sûr que du point de vue de l'intimité c'est pas forcément top non plus d'avoir trop de vitrage. Des volets c'est pas ce qui est top pour une tiny, ça rajoute beaucoup de poids, puis en termes de dimension, de place c'est franchement pas top, donc éventuellement des rideaux à l'intérieur, ça peut se prévoir, mais voilà. Pour les points d'eau, il est toujours bon de les centraliser au maximum, hein, d'avoir la cuisine et puis la salle de bain d'un autre côté, c'est pas bon du tout simplement pour une raison de poids déjà, d'installation, d'avoir une installation énorme dans une tiny c'est pas du tout nécessaire alors qu'on peut tout centraliser, et puis si vous avez une fuite, moi je vous conseille de passer la plomberie à l'extérieur des murs, vous pouvez le mettre à l'intérieur mais il faut bien savoir ce que vous avez fait et il faut que ce soit facilement accessible, hein, voilà, s'il y a une fuite, que ça vienne pas contaminer complètement tous vos murs et que tout soit foutu. Alors une fois que vous en êtes arrivé là, vous pouvez commencer à modéliser tout ça sur le logiciel, sur l'ordinateur. Moi ce que je vous conseille c'est de passer par le logiciel SketchUp, il est gratuit, il est hyper facile d'utilisation, vous trouverez énormément de tutoriels sur internet pour apprendre à vous en servir. Nous avec le collectif Tiny House on est en train de faire des vidéos de montage spécialement pour monter une Tiny House, donc pour calculer le poids
pour pouvoir calculer le poids des matériaux, la quantité de matériaux. Donc il y a plein de petits éléments comme ça dans SketchUp qui sont un petit peu méconnus mais qui sont hyper pratiques. Et puis voilà, si jamais vous êtes un peu plus expérimenté, vous pouvez passer par d'autres logiciels comme CADWorks, SolidWorks, AutoCAD, 3ds Max, voilà, il y en a plein. Et puis je pense que là, je ne pourrai pas vous conseiller beaucoup plus que ça. Petit bonus, avant de commencer la construction donc sur le logiciel, télécharger un fichier 3D d'une remorque. Donc moi je vous conseille de passer par le site de Baluchon, ils ont mis en ligne leur fichier gratuitement. Donc c'est top et puis ça permet d'avoir la base au millimètre près, donc c'est vraiment nickel quoi. Il y a actuellement sur le marché de plus en plus de remorques, plein de constructeurs qui s'y mettent, mais je préfère vous le dire tout de suite, toutes les remorques que vous pouvez trouver ne se valent pas et loin de là, franchement. Ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'elles soient en acier galvanisé à chaud, certaines remorques en aluminium peuvent également très bien faire l'affaire, qu'elles disposent d'un double essieu freiné, qu'elles ne soient pas trop basses, hein, si vous comptez prendre la route régulièrement pour les dodanes, tout ça c'est franchement pas top, prévoyez pas en dessous de 50 cm. Qu'elles soient rigides au minimum et qu'elles ne soient surtout pas trop lourdes. Je vous conseille de ne pas prendre une remorque qui fasse plus de 750 kg pour une 6,50 m. Faut pas oublier non plus qu'il s'agit des fondations de la maison, hein, donc ne pas négliger trop ce point-là, ne pas mettre un prix qui est trop bas si ça vous semble une remorque qui n'est pas forcément très fiable. Pensez également aux moyens de fixation de la maison sur la remorque. En général, il s'agit de brides de fixation qui sont fournies par le constructeur ou non, à bien faire attention. Moi j'ai eu un fournisseur par exemple qui me les a proposés à 500 €, donc c'est complètement aberrant quoi, pour ce que c'est, donc vérifiez bien ça. Après il existe des remorques qui ont un plateau, donc c'est beaucoup plus lourd, donc ça va être le point vachement contraignant, mais c'est hyper pratique parce que le plateau en fait il peut s'extraire du socle et du coup du point de vue de la législation c'est quand même vachement mieux parce que normalement la maison doit quand même pouvoir s'extraire du socle de la remorque pour pouvoir rouler en toute légalité. Donc si jamais vous prévoyez de construire une petite maison qui vous êtes sûr de ne pas passer au-dessus des 3,5 tonnes, peut-être que c'est bien d'investir dans une remorque à plateau. Il y a 2 barres que vous pouvez passer de chaque côté, soulever le plateau et tout simplement extraire la remorque et vous avez la maison avec le socle métallique en dessous. Pour la longueur maximale de la remorque, elle est à 12 mètres, donc absolument aucune contrainte à ce niveau-là parce que le poids viendra nous contraindre bien avant. Alors pour monter une tiny house, on va pas se le cacher, il n'y a rien de mieux qu'un grand hangar. Et ça se trouve, il suffit de chercher, faites un petit peu le tour de votre entourage, demandez à droite à gauche, postez éventuellement une petite annonce sur le bon coin, mais des hangars il y en a un petit peu partout, des hangars à l'abandon il y en a aussi, donc je vous mets au défi d'en trouver un. Ce qui est très important de prendre en compte également, c'est la porte du hangar, la hauteur de la porte, parce qu'avoir un bel hangar bien grand c'est bien, mais avoir une porte conséquente c'est bien aussi, parce que sinon vous risquez de ne pas pouvoir sortir votre maison. Prévoyez toujours quelques centimètres en plus de votre maison pour être tranquille. Ensuite, l'idéal c'est d'avoir un hangar où vous pouvez stocker le matériel et monter les murs à côté. Donc si vous avez assez de place, c'est top. Pouvoir rentrer la remorque dans le hangar, c'est bien, mais pouvoir travailler à côté, c'est encore mieux. Alors si vraiment vous n'avez pas trouvé de hangar, vous pouvez toujours investir dans une tente chapiteau pour pouvoir construire à l'extérieur et en étant quand même un minimum protégé. Par contre là ça va être un coût supplémentaire parce que si vous voulez investir, si vous voulez acheter ça, ça va être plusieurs milliers d'euros. Sinon peut-être que ça peut se trouver également en location. Ce que vous pouvez éventuellement faire également, c'est de prévoir juste un local pour stocker tout ce qui est matériel et outillage. Comme ça vous êtes tranquille au cas où il pleut, vous pouvez construire à l'extérieur. Dans ces cas-là, je vous conseille quand même de construire en été quand il fait beau. Ou au moins d'avoir terminé tout ce qui est gros œuvre et de l'avoir hors d'eau, hors d'air, pour quand il fera un petit peu moins beau, si vous voyez ce que je veux dire. Dernière petite chose, travailler dans la nature c'est très bien, si vous avez un grand champ, un grand espace pour travailler c'est top, par contre prévoyez toujours une arrivée de courant, parce que c'est la petite chose à ne pas oublier, parce que sinon ça va pas aller très vite sur le chantier. Hein. Alors si vous ne disposez pas du matériel, sachez que ça peut se trouver sur le Bon Coin par exemple en location, ou alors à des prix très bas en matériel d'occasion. Dans ces cas-là, vous pouvez également aller faire un petit tour du côté de Cash Concept. Après, c'est sûr qu'investir dans du bon matériel, c'est quand même bien plus agréable de travailler avec. Donc l'idéal, c'est d'avoir tout votre électroportatif sur batterie, sur batterie lithium, c'est parce que monter avec une visseuse filaire à 4 mètres de haut, franchement, ça va pas être vachement pratique. Et maintenant, ça se trouve, le matériel est très performant et les batteries se rechargent extrêmement vite. Donc si vous avez la possibilité d'acheter ou d'investir dans ce matériel-là, je vous le conseille. Alors pour les indispensables, 2 choses. Déjà d'avoir une bonne visseuse, ou plusieurs si vous êtes à plusieurs sur le chantier, c'est vraiment indispensable, ça va être quasiment l'outil que vous utiliserez le plus. Et puis en deuxième point, une scie radiale, ça je vous le conseille absolument d'avoir une scie radiale sur votre chantier pour faire des découpes précises, c'est l'élément que vous utiliserez en deuxième position le plus je pense. Donc si vous ne savez pas dans quoi investir, et ben voilà. Alors pour moi un équipement idéal ce serait d'avoir une scie sauteuse, une scie sabre, une défonceuse, une ponceuse, une raboteuse, une disqueuse, un cloueur pneumatique et pour ce qui est petit matériel, ce serait d'avoir un bon stylo ou un crayon, une scie égoïne, une bonne règle, un bon mètre à ruban de 5 voire 8 mètres ou même plusieurs, un niveau, une agrafeuse, des serre-joints, beaucoup de serre-joints, un marteau, un rapporteur et il doit y en avoir d'autres mais si vous avez déjà ça, ça sera pas mal.
Prévoyez également des protections visuelles et sonores, hein, un bon casque c'est toujours mieux, ainsi que des bons habits de chantier, des bonnes chaussures, parce que faites pas comme moi, utilisez pas trop souvent vos habits de tous les jours pour aller sur le chantier, vous risquez de les abîmer rapidement. Alors un dernier point, prévoyez bien une échelle, des escabeaux, et dans l'idéal, si vous avez la possibilité d'investir dans un échafaudage, ça c'est le must. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider dans la réflexion sur votre futur projet de tiny house, je l'espère. Je dois oublier pas mal de choses, mais bon, c'est un début, j'essaye de faire au mieux, je vais essayer de voir avec ce que vous me proposez en complément. Et je referai plusieurs vidéos comme ça, un petit peu tout au long de la construction. J'avais commencé à faire des vidéos où j'expliquais, où je mettais un petit peu des images de ma construction. Je pense que je vais un petit peu dissocier les deux. Je vais plutôt faire du facecam pour vous apporter des petites informations comme ça. Et puis filmer tranquillement sur mon chantier, parce que c'est pas facile de faire les deux en même temps, de filmer et de travailler. Parce que du coup ça avance plus très vite sur mon chantier. Donc je vais essayer de faire au mieux et puis pour vous apporter toujours un petit peu plus de contenu pour que vous ayez de quoi faire sur votre construction. Portez-vous bien, moi de mon côté je vous dis à très bientôt, vous pouvez aimer la vidéo si ça vous a plu, si vous y avez trouvé des informations, vous pouvez la partager si vous avez d'autres amis qui veulent se lancer dans la construction d'une tiny house, et puis je vous dis donc à très vite pour de nouveaux contenus.